visible. C'est parfait. En mode présentation. Ça a l'air, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour encore une fois et je vous remercie à mon tour pour me voir présélectionné et pour avoir en fait mis en place ce prix-là pour encourager les jeunes docteurs. Donc, moi, je suis Ahmed Kassiba, donc jeune docteur en optimisation et recherche opérationnelle. Donc, j'ai fait ma thèse en co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université de Toulouse 3, donc l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. J'étais encadré par Fabien Bastin, Bernard Gendron de l'Université de Montréal et de Sonia Kafiri et Marcel Mongeau de l'ENAC. Donc, l'intitulé de ma thèse, c'est Programmation stochastique à 2 étapes pour l'ordonnancement des arrivées d'avions sous incertitude. Donc, au cours de cette présentation-là, je vais rappeler le contexte opérationnel avec la motivation, la revue de littérature et surtout la position de la thèse dans tout ça. Les contributions de la thèse vont se suivre. Donc, en premier, ça va être le modèle de programmation stochastique à 2 étapes, l'évaluation et la validation de cette approche, le travail qu'on a fait sur la méthode de résolution et enfin, l'extension du modèle proposé à un cas opérationnel plus réaliste. Pour conclure, je ferai une revue rapide des perspectives de cette thèse. Alors, pour commencer, certainement, beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de voler vers Londres Heathrow. Donc, en volant vers Londres Heathrow, on se rappelle bien, l'avion était en croisière, ensuite il commence à descendre. À un niveau donné, il va se stabiliser, il va commencer à tourner en rond. Il tourne en rond, qu'est-ce qui se passe? Il attend l'autorisation d'atterrir. En effet, ce qui se passe, c'est que les avions qui vont vers Londres Heathrow, généralement, ils vont voler assez rapidement. Ensuite, ils vont être pris dans une espèce de salle d'attente, ce qu'on appelle un holding stack. Et ensuite, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a plusieurs avions qui occupent la piste, ou il y a beaucoup d'occupation de piste, et donc l'avion doit attendre. Et donc cette situation, bien sûr, n'est pas la préférée ni des contrôleurs aériens, ni des pilotes, parce que c'est une charge de travail assez conséquente, mais aussi en termes environnementaux, parce qu'un avion qui est à basse altitude, il consomme beaucoup, et donc il pollue beaucoup, mais aussi pour les compagnies aériennes, en termes de coût de carburant. Est-ce que cette situation va être toujours le cas? A priori, vu l'augmentation prévue du trafic aérien, même en ayant pris en compte la crise du Covid, mais aussi d'un autre côté, les limitations qu'on a dans la capacité de piste, et aussi la faible marge d'expansion et tous les problèmes qui vont avec, que ce soit pour une troisième piste à Londres Heathrow, ou bien pour faire des nouveaux aéroports. Alors, où se trouve la solution? Elle se trouve dans l'optimisation des infrastructures existantes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en plus particulier proche de la piste? Alors, il faut tout d'abord avoir l'information en tête, c'est que les avions, ils ont des catégories de turbulences de sillage. Les turbulences de sillage seront le phénomène qui est représenté ici dans cette photo. Donc, c'est un phénomène aérodynamique, ce sont des vents qui sont générés par un avion quand il est proche de l'atterrissage ou du décollage, ce qui met en danger la sécurité des avions qui volent derrière. Donc, la réglementation a pris ça en compte et il y a eu donc l'élaboration d'une matrice de séparation minimale en nautique que vous voyez ici. Et ici, par exemple, je représente un exemple assez simple de 3 avions qui vont atterrir sur une piste. Le premier est un heavy, un avion qui est lourd, un deuxième qui est un light, assez léger, un deuxième qui est médium. La longueur de cette séquence-là, si on utilise les séparations minimales, on tombe à 8,5 milles nautiques. Si on joue un petit peu avec cette séquence et on change l'ordre des avions, on se retrouve avec une séquence beaucoup plus courte. Ce qui veut dire qu'on va réussir à faire atterrir ces avions-là plus tôt, et donc on va augmenter le rendement de la piste. Et tout cela, c'est la raison d'être du problème qu'on appelle le aircraft landing problem, ou le problème d'atterrissage d'avions. Donc, étant donné un certain nombre d'avions, il faut trouver l'ordonnancement d'atterrissage pour ces avions-là, en termes de séquence et de temps d'atterrissage, de façon à maximiser le rendement de piste, bien sûr sous contrainte de sécurité. Généralement, c'est la sécurité de séparation au-dessus de piste que je viens de présenter. Bien sûr, la littérature s'est déjà attaquée à ce problème-là avec différentes variantes. Donc, le premier volet, c'est statique dynamique, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde
on regarde l'entrée qu'on a dans cet ensemble d'avions. Est-ce qu'il évolue dans le temps ou pas? S'il n'évolue pas, c'est un problème qui est statique. Et si le problème plus réaliste qu'il évolue, c'est un problème dynamique. Donc, la toute première fois, ça a été traité en les années 70. Et un autre volet, un autre point de vue, c'est la certitude qu'on a par rapport à l'information d'entrée. Donc, si tout est déterministe, on est dans le cas déterministe, il n'y a pas d'incertitude. Et dans l'autre cas, il y a certaines informations, comme ici, par exemple, les temps d'arrivée des avions, ce sont incertaines. Là, on est dans un autre cas sous incertitude, qui aussi a été traité, mais beaucoup plus récemment, les années 2005, pour un premier article qui traite de ça. Plusieurs approches ont été appliquées, une approche probabiliste d'optimisation sous incertitude, l'approche de programmation stochastique à 2 étapes, mais aussi la programmation robuste. Alors, en point de vue opérationnel, comment est-ce que ce problème de ALP, de problème d'atterrissage d'avion, est traité? Il y a bien sûr des outils d'aide à la décision. Un premier outil qui s'appelle AMAN, Arrival Manager. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape des avions à 30-45 minutes, il calcule une séquence d'atterrissage et il propose cela à un contrôleur aérien. Donc le contrôleur aura à communiquer avec les pilotes afin de construire cette séquence. Ici, en bas à gauche, vous voyez par exemple l'IHM ou une partie de l'interface d'AMAN. Le nouveau concept maintenant, pour effectivement faire face à ces holding stacks et les éliminer, c'est d'aller chercher les avions beaucoup plus loin, aller à 2-3 heures avant l'atterrissage. Et là, on est en train de parler de Extended AMAN. Le concept ici, qui est en bas à droite, donc on capte les avions plus tôt, on leur donne une heure de rendez-vous proche de l'aéroport, comme ça les avions n'auront pas à accélérer beaucoup pendant leur croisière. Et tout cela va permettre en fait plus de flexibilité pour construire la séquence, mais aussi des techniques de contrôle aérien beaucoup plus efficaces. Le problème qui accompagne tout cela, c'est l'augmentation de l'impact de l'incertitude. Si on va chercher des avions très loin, c'est qu'on aura aussi beaucoup plus d'incertitude sur leurs heures d'arrivée. L'incertitude vient de la météo par laquelle passent ces avions-là, mais aussi par la situation de trafic rencontrée. Alors, ma thèse s'inscrit dans ce nouveau contexte opérationnel, celui du Extended AMAN, et qui est différent du coup de la plupart de la littérature qui s'est plutôt focalisée sur l'horizon court, d'1 heure au maximum. Alors, ce nouveau contexte opérationnel me permet en fait de construire ou de proposer un modèle d'optimisation sous incertitude qui a une décomposition assez naturelle en 2 étapes. Donc, la première étape, il s'agit de capturer donc, les avions assez loin, de 3 heures, de les ordonnancer à un point de l'espace aérien, un point intermédiaire de début d'approche, ou initial de début d'approche. Ensuite, une fois qu'ils sont maintenant plus proches de l'aéroport, c'est là que je les reconsidère de nouveau et je vais les ordonnancer au seuil de piste. Dans la littérature, dans cette approche de programmation stochastique à 2 étapes a déjà été employée, sauf que la décomposition dans ces articles-là et dans ces travaux-là n'était pas très naturelle, était beaucoup plus artificielle. Les contributions de la thèse sont les 4 suivantes. Donc, d'abord, la modélisation ou le modèle de programmation stochastique à 2 étapes qui a été proposé, une étude numérique pour évaluer l'intérêt de cette approche, le développement d'une décomposition de Benders adaptée, et enfin, l'extension de ce modèle-là à un cas plus réaliste où il existe plusieurs points d'ordonnancement à l'IAF, donc en première étape. Alors, cette thèse-là a permis d'avoir plusieurs publications. Donc, les deux premières publications sont des articles de revue de littérature dans Journal of Air Transportation et dans Transportation Science, et un troisième qui est en cours d'élaboration. Si je vais donc vers la première contribution, qui est le modèle de programmation stochastique à 2 étapes, donc, ce que je vous présente ici, donc on est à ce que vous voyez à gauche, donc on a un ensemble d'avions qui sont à 2-3 heures. Je les considère donc dans l'horizon d'Extended AMAN. Les décisions à prendre sont des heures cibles à l'IAF, XEI, et aussi une séquence cible à l'IAF. On va chercher cette séquence cible afin qu'elle soit la même que la séquence cible d'atterrissage. C'est-à-dire,
Donc, je veux bien que mes avions arrivent à l'IAF dans la même séquence que je veux, dans laquelle je veux qu'ils atterrissent. Ça, c'est de l'anticipation qu'on veut faire. Les variables que je vais utiliser pour séquencer les avions vont utiliser le concept de précédence directe, comme on utilise dans le problème de voyageurs de commerce. Les contraintes sont des contraintes de sécurité, donc la séparation à l'IAF, dont je n'ai pas parlé avant. Donc, la séparation à l'IAF, elle ne dépend pas de la paire d'avions, elle est fixe. Il y a aussi des contraintes de fenêtre de temps, à l'IAF aussi. Alors, la part d'incertitude se trouve ici dans les heures effectives d'arrivée à l'IAF. Quand je demande aux avions d'arriver à une heure cible, ce n'est pas ce qui va se passer, il va y avoir une déviation. Cette déviation, c'est un terme qui est une variable aléatoire, normale dans notre cas. La deuxième étape, c'est celle qui se trouve beaucoup plus proche de la piste et beaucoup plus proche de l'IAF. Donc, on est à 30-45 minutes de l'atterrissage. Les avions, maintenant, on sait à quelle heure ils arriveraient à l'IAF. Et ce qu'il faut faire, c'est de les ordonnancer au seuil de piste, donc avec des heures d'atterrissage. Pour ce qui est de la séquence, elle a déjà été trouvée en première étape. Les contraintes sont les contraintes de séparation au seuil de piste que j'ai présentées au tout début de la présentation et des contraintes de fenêtre de temps. Alors, du coup, le problème de deuxième étape se trouve comme un problème classique déterministe d'atterrissage d'avion, mais en plus simplifié puisque la séquence serait déjà fixée par la solution de première étape. En termes de fonction objectif, en première étape, je m'intéresse à minimiser la longueur de la séquence, cette quantité que j'ai déjà présentée au tout début de la présentation, donc la somme des séparations des avions entre les avions successifs. Donc c'est ce que je veux minimiser en première étape. Donc, en première étape, certes, les séparations qui s'appliquent sont les séparations à l'IAF, mais j'anticipe et je calcule la séquence à l'atterrissage et j'essaye de minimiser sa longueur. En deuxième étape, je vais m'intéresser à minimiser la déviation que le contrôleur aérien. Donc c'est la situation idéale. Nous, on veut en fait des heures qui ne dévient pas trop par rapport à cette situation idéale de chaque avion. Ahmed, je vous coupe juste une seconde. Coupez votre vidéo parce qu'il y a des sautes et de temps en temps on perd le son. D'accord, ok. Merci. Désolé pour tout ça. Voilà. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre le nécessaire. Voilà. Donc je reviens du coup à la suite. Donc le two-stage stochastique, donc le modèle stochastique à deux étapes qu'on présente, il est le suivant. Donc je passe donc des contraintes que j'ai déjà présentées avant. La toute première, elle rappelle en fait les contraintes qui se trouvent dans un modèle de voyageur de commerce. Alors comment est-ce que j'enrichis ce modèle-là de première étape? J'enrichis par des contraintes en probabilité. Parce qu'en fait, la séparation que j'exprime ici sont des séparations entre heures cibles. Après révélation d'incertitude, il se peut que ces heures cibles-là ne vont plus respecter la séparation nécessaire. Donc, je me protège contre cette révélation d'incertitude en utilisant une contrainte en probabilité et un niveau alpha de protection qui est généralement assez grand. Le problème de deuxième étape, celui qui correspond donc bien sûr à une solution donnée de première étape, lui est le suivant, donc des séparations final approach, donc en approche finale, ou bien en seuil de piste, c'est la même expression, et des temps d'atterrissage et des fenêtres de temps d'atterrissage. Comment je lis les deux problèmes, donc de première étape et deuxième étape? Ça se fait au niveau de la fonction objective de première étape. Et donc, qu'est-ce qu'on prend? Donc, on minimise aussi bien le coût de première étape et aussi l'espérance de la valeur optimale du problème de deuxième étape. Alors, quelles sont les difficultés ou les défis qui présentent ce modèle-là? Donc, d'abord, il y a l'espérance qui est à calculer dans la fonction objectif. Il y a les contraintes en probabilité. Il y a aussi une fonction objectif convexe linéaire par morceau. Pour la première difficulté, on peut utiliser le SAA, l'approximation par moyenne empirique, qui nous permet d'utiliser un certain nombre fixe de scénarios, qui nous permet de calculer, de présenter
ou d'avoir des copies du problème de deuxième étape et qu'on va résoudre. Une difficulté ici, c'est de trouver ce nombre approprié de scénarios. Pour ce qui est de la contrainte de probabilité, on peut la linéariser dans notre cas, ce qui est très intéressant. Et pour la troisième difficulté, qui est la fonction donc, linéaire convexe linéaire par morceau, on peut aussi la linéariser dans notre cas par des variables continues. Tout cela nous permet d'avoir un programme linéaire en variable mixte qu'on peut donner à simplex à résoudre. Maintenant qu'on a ça, on voudrait bien évaluer notre approche. Alors, on a fait deux expériences principales. La première était d'un côté plus opérationnel, dans laquelle on a pu valider donc, le concept d'Aman implémenté avec un programme stochastique à deux étapes. Et la deuxième, c'était de calculer la valeur de la solution stochastique, l'intérêt de prendre en compte l'incertitude via la programmation stochastique à deux étapes. Et donc, ce que nous avons tiré de ça, c'est que l'intérêt est beaucoup plus grand quand on a une grande densité de trafic, quand on a beaucoup de possibilités d'ordonnancer les avions, donc de changer la séquence, ainsi de suite, mais aussi quand le coût de deuxième étape est important pour la partie prenante. Maintenant qu'on a un problème qui fait du sens, on va essayer de résoudre d'une façon plus performante. C'est pour cela qu'on va étudier un peu plus la méthode de résolution. Un programme stochastique à deux étapes s'apprête très bien à la décomposition de Benders. Et comment ça se fait? Le problème maître de Benders, il correspond à au problème de première étape. Et les sous-problèmes de Benders, ils vont correspondre au problème de deuxième étape, avec différents niveaux d'agrégation possibles. Donc, les différentes caractéristiques de la décomposition de Benders, c'est de trouver le partitionnement de variables entre problème maître et problème et sous-problème, mais aussi le niveau d'agrégation des sous-problèmes. Donc, on peut soit utiliser un seul sous-problème de Benders dans lequel on met tous les problèmes de deuxième étape, ou bien on peut désagréger ce sous-problème de Benders par complètement. Donc, chaque sous-problème de Benders prendrait une copie du problème de deuxième étape. Ou bien de faire une solution entre les deux qui est une agrégation partielle. Donc, les principaux résultats, c'est que la décomposition de Benders automatique qui est offerte par simplex, bien sûr, n'est pas adaptée. Donc, il faudrait en fait ajouter des variables continues dans le problème maître, ce qui est facile à faire. Ce qu'on a pu aussi exploiter ou explorer, c'est la désagrégation des sous-problèmes de Benders. Ce qu'on a vu que ça fait beaucoup mieux que le branch and cut de simplex. Et aussi, on a trouvé qu'une agrégation partielle pourrait encore faire mieux que la désagrégation complète des sous-problèmes. La dernière contribution consiste à étendre le modèle qu'on vient de présenter au cas de plusieurs IAF. Donc, il consiste en le problème suivant. Donc ici, je présente un nouveau contexte. Vous avez un IAF 1 et un IAF 2. Donc deux IAF qui vont alimenter une même piste. Ça c'est un cas opérationnellement beaucoup plus réaliste. Donc un certain nombre d'avions vont pointer vers l'IAF 1, ensuite atterrir, et un autre ensemble d'avions vont pointer vers l'IAF 2 et vont atterrir à la fin. Donc ceci va me permettre de mettre à jour ma définition du problème stochastique à deux étapes. En première étape, on va faire de l'ordonnancement pour chaque IAF. Donc première décision serait, si c'est une décision bien sûr, d'allouer les IAF. Bien sûr, c'est une variante possible. On peut aussi imaginer un problème où les IAF sont déjà fixés. Donc on sait très bien qui va dans quel IAF. Une fois maintenant connu quel avion va vers quel IAF, il s'agit de trouver les heures s'il va arriver à chaque IAF pour chaque avion, et aussi la séquence pour chaque IAF. Et en fin de compte, on fera la même chose que le modèle d'origine, c'est-à-dire on va calculer la séquence à la piste. En deuxième étape, rien ne change. Et donc, il y a deux variantes possibles. Soit on fait le choix de l'IAF, soit on suppose que c'est un choix fixé par l'entrée. Alors, comment est-ce qu'on fait évoluer un peu le modèle qu'on a? C'est d'abord, on va changer la définition des variables de séquencement. On va plutôt suivre la théorie de l'ordonnancement. Pourquoi? Parce que ça nous permet en fait d'avoir des relations beaucoup plus générales qui vont nous permettre, avec une seule famille de variables de séquencement, de séquencer aussi bien les avions à l'IF1 et l'IF2, donc sur chaque IAF, mais aussi sur le seuil de piste. Tout cela avec une seule famille de variables de séquencement. À la variante 1, bien sûr, la première variante, on va avoir d'autres variables linéaires
nécessaires. Les premiers résultats obtenus avant la fin de la thèse, c'était une certaine amélioration du Mexpan, donc du dernier atterrissage prévu. Alors, les perspectives donc, de la thèse vont avoir suivre trois axes principaux, donc plus l'aspect opérationnel à prendre en compte, que ce soit par exemple l'état du vol au tout début du problème, aussi les types d'avions et ainsi de suite. Alors, l'autre aspect ou l'autre axe, c'est l'incertitude, la modélisation de l'incertitude, et enfin, un peu plus de travail à élaborer sur la méthode de résolution, par exemple l'élaboration de la décomposition de Benders et son accélération. Merci beaucoup pour votre écoute et je m'excuse de ce dépassement d'heure. Non, pas de souci, Ahmed. Merci pour votre présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vais donner la parole à Caroline Prodon d'abord et Dominique Feuillet après. Essayez d'être concis sur les questions et les réponses. Merci. Ok, merci Marc. Merci Ahmed pour la présentation. Moi, j'ai bien aimé le côté assez didactique pour bien comprendre le début du sujet, enfin l'entrée en sujet en tout cas. Moi, j'aurais quelques petites questions, effectivement. Déjà, sur l'incertitude qui est mise, elle dépend des avions. Et en fait, comment c'est déterminé? Quelle différence on aurait sur... enfin, comment ça peut varier d'un avion à l'autre, en fait? En fait, les avions peuvent venir de routes différentes, d'endroits différents. Et donc, les avions peuvent avoir de l'expérience différente de la météo. Donc, certains avions peuvent être plus retardés que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains avions qui vont être très retardés. Donc, l'incertitude sera grande par rapport à leurs heures cibles. Et d'autres qui vont pouvoir être plutôt à l'heure. Il y a aussi côté de FMS, par exemple. Il y a différentes technologies de FMS. Le FMS, c'est l'équivalent d'un GPS dans une voiture. Donc, qui permet de calculer et de diriger un peu le pilote pour arriver à l'heure à un point donné. Donc, si on n'a pas la même technologie, on peut être plus ou moins précis. D'accord. Et du coup, ça, c'est des informations que vous arrivez facilement à avoir pour modéliser les différences? Alors non, c'est pas si facile que ça dans la littérature. Donc, cette histoire de technologie entre FMS a été déjà prise en compte. Et donc, il y a eu des chiffres, on va dire. Par contre, pour nous, au moins dans le cadre de la thèse, on a choisi donc de faire varier le paramètre l'écart type de cette incertitude. Donc, on fait plusieurs expériences avec des niveaux différents d'incertitude et on regarde c'est quoi le résultat. Ok. Et du coup, par rapport, parce que vous êtes basé quand même à l'origine sur les données de l'aéroport Charles de Gaulle, vous avez pu mesurer un peu l'impact des résultats et quelles seraient les limites du coup de l'approche ou voilà, par rapport à un cas très concret, quoi. Oui, alors je pense que par rapport aux données qu'on a, il n'est pas facile d'intégrer au moins ce qu'on a directement dans un environnement opérationnel. Il y a encore plusieurs étapes à franchir. Déjà que rien que la quantification de l'incertitude, elle a déjà faite, si vous voulez, dans une étude dans Amsterdam, en fait, avec le Delft University. Et là, ils ont pris en fait des données précises de recontrôle, ainsi de suite. Ils ont certains résultats, mais ils sont toujours très discutables. Parce qu'en fait, rien que quantifier cette incertitude, il faut avoir les bonnes données, et les bonnes données ne sont pas facilement trouvables, et la qualité aussi de ces données-là. Donc, quantifier de l'incertitude, ce n'est pas facile, et intégrer déjà directement les solutions qu'on a dans une étude d'aide à la décision, il reste encore des étapes à franchir. Ok, merci. Ça sera bon pour moi. Merci à vous. Dominique. Okay, merci. Moi, j'aurais quelques questions aussi. Donc, Dominique Feuillet. Alors, il y a quelque chose où je ne suis pas complètement sûr de l'avoir bien compris, c'est par rapport à l'aspect dynamique de l'approche. Là, tu étais vraiment resté dans une approche statique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé la séquence, on va la conserver jusqu'à ce que les avions arrivent. Il n'y a pas une réoptimisation avec une espèce de système d'horizon roulant avec de nouveaux avions qui arriveraient et possibilité de remettre en cause la séquence. Non, voilà, dans le cadre de la thèse, on s'est arrêté au cas statique. Voilà, donc c'était une des perspectives.
d'aller vers le cas dynamique, avec de l'horizon roulant a priori. D'accord, merci. Alors, en lien avec cette question, moi, j'ai l'impression que si des incertitudes sont assez longues, par exemple, si un avion risque d'avoir 15 minutes de retard ou 20 minutes de retard, euh, c'est assez étonnant en pratique, il me semble, qu'on ne puisse pas remettre en cause la séquence quand les avions vont se retrouver à proximité de l'atterrissage, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont derrière lui vont potentiellement attendre un quart d'heure, 20 minutes que celui-là arrive, alors que peut-être qu'ils sont déjà à proximité de l'aéroport et que la piste est libre. Donc, je voudrais juste avoir quelques réactions par rapport à ça. Oui, donc l'intérêt déjà de la programmation stochastique à deux étapes, c'est de prendre en compte cette incertitude. Donc, c'est de protéger contre ce type de scénario. La programmation stochastique, certes, elle se protège contre le cas moyen, mais ce n'est pas non plus, il ne s'agit pas en fait de prendre les valeurs moyennes de l'incertitude et de résoudre le problème. Ça, c'est une approche déterministe. Donc, mon programme stochastique, il va prendre en compte en fait un certain nombre de scénarios dans lesquels un certain avion pourrait en fait aller avoir une quinzaine de minutes de retard. Et ça, c'est pris en compte. Du coup, la solution que je propose est une solution qui prend en compte ce type d'incertitude augmentée, excessive, on va dire. Et donc, certainement, ma séquence ne mettrait pas cet avion-là qui va avoir beaucoup de retard, ne le mettrait pas à une position très avancée dans la séquence, pour effectivement éviter aux autres avions de trop l'attendre. Si bien sûr, si c'est bien sûr. Donc en fait, malgré tout, moi j'ai le sentiment que si tous les avions sont susceptibles d'avoir pas mal de retard, ça va être très compliqué de faire des bonnes séquences quand même. C'est-à-dire que ça va assez bien marcher si on a beaucoup d'avions qui ont peu d'incertitudes finalement. Oui, c'est sûr que s'il y a peu d'incertitudes, les choses vont être beaucoup plus simples. Et à une grande incertitude, la qualité va être moindre. Mais l'intérêt qu'on a vu, en fait, nous on a fait l'étude sur ce cas-là avec différents niveaux d'incertitude. Donc le niveau maximum était un écart type de 120 secondes et 2 minutes. Donc il faut compter plus ou moins 3 minutes, donc plus ou moins 3 sigma, donc plus ou moins 6 minutes. Donc on était en fait dans cette zone-là. Donc 99% des valeurs vont être tirées dans plus ou moins 6 minutes au maximum. Et là, on trouve quand même une valeur intéressante de la VSS, c'est-à-dire que notre solution stochastique a quand même de l'intérêt par rapport à une solution déterministe qui ne prend pas du tout en compte l'incertitude. D'accord, merci. Dernière petite question, c'est par rapport au réalisme. Donc à la fin, tu expliquais que vous avez généralisé au cas où il y avait 2 IAF. Est-ce que dans la pratique, c'est à peu près comme ça que ça se passe? Il y a 1, 2, 3 IAF, guère plus? Ou est-ce qu'il y en a plus que ça? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, c'est par rapport au choix de la piste. Est-ce que le choix de la piste se fait beaucoup plus tôt et donc c'est naturel que dans votre modèle, il soit déjà déterminé, ou est-ce qu'il faudrait aussi idéalement intégrer le choix de la piste? Alors, pour le nombre des IAF, typiquement à Paris-Charles de Gaulle, il y a 4 IAF, il y a 2 pistes. Chaque piste, généralement, elle est alimentée par 2 IAF. Donc là, on a vraiment collé un cas très réaliste. On peut voir aussi qu'une piste peut être alimentée par 3 IAF, mais le troisième sera très minoritaire. Donc ça, c'est un nombre classique, c'est 4. 4 IAF. Pour ce qui est de la deuxième question du choix donc, de pistes, alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a plusieurs modes en fait, de fonctionnement. Et il y a de Daman, par exemple, de cet outil d'aide à la décision, quand on va dire les choses sont très serrées, donc il y a beaucoup d'avions, ce qui va se faire, c'est que quand il y a 2 pistes parallèles à Paris-Charles de Gaulle, ils vont diviser donc, la zone terminale en 2. Donc une qui est associée à la piste nord et une qui est associée à la piste sud. Et donc les avions qui vont atterrir à la piste nord, ils viendraient par 2 IAF donnés. Les IAF sont généralement très compatibles avec la zone par laquelle ou la région par laquelle viennent ces avions. Donc ils vont aller direct. Donc un avion qui vient du nord-est et il va passer par l'IF nord-est, ainsi de suite. D'accord ? Et donc si je suis dans le mode de fonctionnement de j'ai beaucoup de densité. Et donc, je ne chercherai pas en fait à choisir la piste. La piste est déjà allouée par l'IF pour laquelle je